Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup, Patrice, encore une fois, d'avoir organisé ce webinaire à destination des enseignants d'histoire-géographie et de sciences de la vie et de la Terre. On excusera Madame Amiot qui aurait aimé se joindre à nous ce soir, mais qui malheureusement n'est pas disponible. Monsieur Roger, voilà, un immense remerciement de pouvoir contribuer à ces webinaires auprès des enseignants, de pouvoir partager votre expertise. Bien évidemment, des remerciements également à nos partenaires et en particulier à la CPS qui nous accompagne sur sur ces différents événements. Donc l'objectif ici, hein, et comme je l'avais rappelé au premier webinaire, c'est vraiment de permettre aux enseignants de disposer de ressources scientifiques d'actualité, de ressources qui leur permettent de contextualiser au mieux leur enseignement et, in fine, de permettre aux élèves de comprendre vraiment le monde qui les entoure avec des outils voilà, précis et d'actualité. On vous remercie et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne conférence. J'ai voulu d'abord, dans un premier temps, vous présenter un petit peu plus le projet Protège pour voilà, vous expliquer dans quel cadre moi j'interviens précisément à la CPS. Après, je vais vous parler du contexte un peu global du changement climatique et aussi des observations qu'on fait du climat en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Après ça, j'ai prévu de vous parler des ressources en eau mobilisées pour les différents usages dans les deux territoires. Et enfin, des menaces, des enjeux. Alors sur quatre sous-thématiques, on va dire, que j'ai retenues. Je vais vous parler donc d'eau potable, d'eau agricole, même si c'est moins mon domaine, enfin l'agriculture est en soi plus mon domaine d'expertise puisque je suis ingénieur agro à la base, mais voilà, je me suis spécialisé dans l'eau par mon parcours. Je vais quand même vous parler un petit peu ce soir d'eau agricole et de gestion de l'eau en agriculture. Et après ça, j'ai prévu de vous parler des problématiques d'assainissement et de problématiques liées au risque inondation. Voilà. J'espère que ça vous conviendra, que ça vous apportera des éléments. Voilà, sur les quatre sous-thématiques, en fait, j'ai prévu à chaque fois de vous recontextualiser menaces en jeu, en fait, pour ces quatre sous-thématiques, et de vous présenter, en fait, au travers du projet Protège, comment est-ce que nous on intervient et comment est-ce qu'on répond. Alors, partiellement à ces menaces et à ces enjeux, parce que on reste un projet modeste, on va dire, hein, même si on est quand même un financement, enfin, on a bénéficié pendant ce projet d'un financement important, malheureusement, on va dire que les enjeux sont très importants et que on peut ne fournir qu'une réponse partielle aux problématiques. Voilà. Alors, donc le projet Protège. Excusez-moi, je vais réduire vos images. Donc le projet Protège, c'est un projet qui est financé par l'Union européenne, qui a permis la mise en œuvre de 36 millions d'euros pour les trois territoires français du Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie française et Pitcairn. En fait c'est une enveloppe du FED régional, Fonds européen de développement régional, et les quatre territoires, on va dire, mais notamment les trois Français avec Pitcairn, qui est quand même particulier hein, par sa dimension. Euh, voilà, donc les trois territoires français ont travaillé de manière concomitante sur des problématiques communes via des actions locales, mais aussi des actions régionales dans le cadre de ce projet. Donc, il y a un petit cofinancement des territoires, mais c'est vraiment exclusivement un financement de l'Union européenne. Et donc, c'est un projet qui est mis en œuvre par la CPS et par le PROE, le SPREP, qui est situé donc à Samoa. Je vais y venir juste après. Donc, on a quatre thématiques dans ce projet. La première, c'est l'agriculture et la foresterie. La seconde, c'est la pêche côtière et l'aquaculture. La troisième, c'est donc l'eau. Et la dernière, c'est les espèces envahissantes. Et c'est cette dernière thématique, en réalité, qui est mise en œuvre par le SPREP, le PROE, en collaboration avec la CPF. Voilà, parce que c'est leur domaine d'expertise. En l'occurrence, c'était beaucoup plus pertinent que ce soit eux qui accompagnent les territoires que nous. Donc le projet a été monté comme ça en collaboration entre les deux organisations régionales.
Donc voilà, donc on est quatre coordonnateurs thématiques sur ce projet. On a été quatre, on va dire, puisqu'on est en fin de projet là, hein. Le projet a commencé en 2018 et s'arrêtera en mars 2025, mais fin des activités au 31 décembre 2024. Donc on est vraiment en toute fin du projet. Et moi, je suis en train de conclure sur ma thématique les dernières actions à mettre en œuvre. Voilà. Donc donc un premier point sur le contexte du climatique, le contexte du changement climatique. Alors, alors c'est peut-être des choses que vous connaissez, hein, je m'en excuse par avance si c'est le cas, mais j'ai voulu quand même resituer le contexte du changement climatique. Donc depuis la période pré-industrielle, hein, on constate déjà aujourd'hui en 2020, je vais dire aujourd'hui pour 2020, plus 1,1 degré, donc résultant aujourd'hui on peut le dire de l'activité humaine. Et en réalité, c'est 1,5 degré qui serait lié du fait des émissions de gaz à effet de serre, mais qui sont en partie compensées en réalité par l'effet refroidissement, le refroidissant pardon, des aérosols, donc d'autres polluants atmosphériques qui ont eux un effet négatif sur l'évolution des températures. Donc les deux compensés, en fait, on observe la courbe en noir sur le graphique qui relève des observations hein, sur des stations de mesure à l'échelle mondiale, mais du coup, on arrive quand même à une situation assez préoccupante et qui s'est relativement intensifiée, on va dire, depuis les années 60-70, donc l'ère industrielle, quoi, hein. Enfin, une industrialisation plus forte et une augmentation significative de l'émission de gaz à effet de serre. Pour autant, on constate sur la dernière décennie quand même une augmentation qui évolue, mais deux fois moins vite que sur la période précédente. Mais pour autant, elle est contrecarrée, même si l'efficacité énergétique s'améliore avec les années, puisqu'il y a des politiques et des actions qui sont mises en œuvre, bah, ça reste compensé, enfin, ça reste, l'effet reste aggravant, puisqu'il y a une hausse des activités en parallèle. Alors, l'objectif que s'est fixé donc le GIEC, hein, dans le cadre des discussions sur le climat à l'échelle mondiale, donc c'est de limiter le réchauffement à 1,5 degré à l'horizon 2100. Mais ça se traduit donc par un pic d'émissions jusqu'en 2025, puis une décroissance jusqu'à la neutralité carbone en 2050 puis des émissions négatives pour compenser les émissions de CO2 difficiles à abattre. On pense notamment au transport aérien, par exemple, qui serait difficile de réduire. Même s'il y a quand même déjà des actions citoyennes, des démarches engagées pour réduire, mais malheureusement, ça sera difficile à s'en affranchir totalement. Euh, Au-delà des émissions de gaz à effet de serre, le deuxième facteur aggravant sur le climat, c'est les émissions de méthane qui sont importantes, hein, alors, ce qui relève des émissions anthropiques, il y en a 40% qui proviennent du secteur agricole donc de l'élevage, de la production de riz, qui est quand même une production importante à travers le monde, hein. Je ne sais pas si vous avez des chiffres, alors c'est des chiffres qui datent un peu d'une vingtaine d'années que j'ai encore en tête, mais on a une consommation de riz en France de 4 kilos, de 4 kilos par personne par an. Déjà en Calédonie, on est à 10 kilos par personne par an, mais dans les pays asiatiques, on est à 100 kilos par personne et par an. Donc, on a quand même une production très importante du riz à l'échelle mondiale. Les autres secteurs émetteurs, bah, c'est les combustibles fossiles, et enfin les déchets. Alors d'une part les décharges aériennes notamment, et aussi les eaux usées. Donc en lien aussi avec la gestion de la ressource en eau. C'est aussi pour ça que je vais vous parler d'assainissement plus tard dans la présentation. Voilà. Alors pour autant, ça c'est l'objectif à l'horizon 2100, mais les politiques actuelles en place, telles qu'on est en capacité de les analyser aujourd'hui, enfin tout du moins fin 2020, nous conduiraient à un réchauffement qui serait de l'ordre de 3 degrés quand même à l'horizon 2100. Donc il va quand même falloir revoir les politiques publiques à l'échelle planétaire pour arriver aux objectifs que se sont fixés les pays dans le cadre des accords sur le climat. Voilà. Et les effets que l'on constate en matière de changement climatique sont quand même majoritairement dans l'hémisphère sud, donc en Amérique du Sud,
en Afrique subsaharienne, en Asie et dans les petites îles en développement. Et on pense bien évidemment à travers ces îles aussi au Pacifique. On a quand même des problématiques assez majeures liées au changement climatique, même si globalement, à l'échelle du Pacifique, on n'est pas, bien sûr, les premiers producteurs de gaz à effet de serre. Euh, Deuxième élément lié plus spécifiquement avec la ressource en eau, on constate aussi dans ces territoires, du coup, sur la période 2010-2020, donc une mortalité liée aux sécheresses et aux inondations 15 fois supérieure aux pays moins vulnérables au changement climatique. Voilà. Donc on a quand même des problématiques dans ces pays qui sont quand même assez préoccupantes et qui sont voilà, particulièrement marqués. Alors, c'est aussi tiré des rapports du GIEC, pardon. Et là, ils ont essayé de simuler en fait en fonction de l'évolution des températures escomptées à l'horizon 2100, donc les effets sur différents facteurs. Donc, en l'occurrence, donc si on se place dans le scénario du 1,5 degré à l'horizon 2100, donc on serait sur des températures qui potentiellement, pour les jours les plus chauds, pourraient aller au-delà encore, hein, bien sûr. Des sécheresses qui seraient déjà 2 fois plus importantes que ce qu'on constate avant l'ère pré-industrielle, enfin à l'ère pré-industrielle. Des précipitations qui seraient de l'ordre de 1,5 fois supérieures, des neiges légèrement inférieures, et une augmentation aussi des phénomènes de cyclones tropicaux ou de typhons ou de dépression à travers le monde. Voilà. Bon, je vais vous affranchir des autres colonnes, mais à 2 et 4 degrés, bien sûr, les effets sont grandissants, voire exponentiels pour certaines problématiques. Voilà. Alors, si j'en viens au territoire qui nous concerne plus spécifiquement, donc la Nouvelle-Calédonie, bon, excusez-moi, je vais reprendre des choses que vous connaissez certainement, mais voilà, je voulais quand même replacer un point de contexte. On est dans un climat dit tropical océanique, bon, que je qualifierais moi plus spécifiquement de subtropical, parce qu'on a quand même une saison fraîche particulièrement prononcée. Une température moyenne, bon, et du coup qui ne veut pas forcément dire grand-chose en Nouvelle-Calédonie, hein, mais 26 degrés avec une variation saisonnière quand même assez importante. Une pluviométrie qui est en moyenne de 1500 mm par an, mais qui présente de fortes variabilités, alors à la fois saisonnières, puisque, comme vous le savez, on a quand même une saison des pluies qui est particulièrement marquée entre les mois de novembre et les mois de mars, on va dire. On a aussi une variation interannuelle liée au phénomène ENSO, hein. On est sous l'influence de ce phénomène, du coup, avec des variations de cette masse d'air dans le Pacifique qui influe sur le climat calédonien avec des années particulièrement sèches et des années particulièrement pluvieuses, même si on constate aussi que des fois il y a des variations, même voilà, logiquement le cycle El Niño, on est sur un cycle de 3 à 7 ans, mais on constate des fois même que Météo France, là par exemple, nous reparle de rentrer dans un phénomène de la Niña, alors qu'on en est sorti il n'y a pas si longtemps en réalité. Donc on constate quand même bien des dérèglements, même aussi par rapport à ce phénomène. Et puis en Calédonie, on a une forte variabilité spatiale, hein, puisque je vous parle de 1500 mm par an en moyenne. Mais sur la côte ouest, si je vous prends la commune de Pointe-Boute, on peut être certaines années à 500, 750 mm par an, alors que sur la côte est, on va plus être de l'ordre de 3000. Et dans le sud de enfin, il pleut globalement plus dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, et on peut même monter sur la commune du Mont-d'Or et du côté de Goro, hein, c'est l'endroit où il pleut le plus en Nouvelle-Calédonie. On peut monter à 6000 mm par an. Voilà. Donc, on a quand même une forte variabilité au sein du territoire. En termes d'évolution du climat, donc ça, c'est vraiment par rapport aux observations hein, qu'a pu faire Météo France. Sur les 40 dernières années, on a une augmentation qui est de l'ordre de 1 degré, des minimales,
et des maximales, à quelques virgules près. On a une tendance d'évolution, donc là je vous ai affiché sur la droite la cartographie des stations sur lesquelles ils ont suffisamment d'années de chronique de mesures pour pouvoir faire une analyse suffisamment poussée. Donc même si la cartographie date de 2012, elle est assez ancienne, hein, mais on est encore sur ce type d'évolution aujourd'hui. On a une augmentation de la température qui est relativement uniforme quand même à l'échelle de la Calédonie. On n'aurait sur la période pas d'évolution du régime des précipitations sur la période 70-2012. Pour autant, alors ça, je vous évoque plus des discussions que j'ai avec mon collègue du service météorologique de la Nouvelle-Calédonie. Donc, en Nouvelle-Calédonie, c'est un service mixte en fait entre la Nouvelle-Calédonie et Météo France. Mais voilà, c'est Météo France, hein. Quand j'évoque le service météorologique de la Nouvelle-Calédonie, c'est Météo France qui a derrière. Et les services de Hadavar qui ont aussi un réseau de mesures, notamment pluviométriques. Et là, ce qu'on constate quand même globalement, et notamment ces dernières années, c'est une intensification des phénomènes, une rarification des phénomènes et une concentration de ces phénomènes en fait. Donc toujours sur la première période de l'année, donc le premier trimestre de l'année, mais souvent de moins en moins de phénomènes et de plus en plus intenses. Donc, on va le voir derrière, mais sur la ressource en eau, c'est quand même particulièrement problématique et impactant, puisque du coup, on a des phénomènes qui sont très concentrés, des pluies qui sont pas efficaces, qui ne s'infiltrent pas dans les sols et qui ruissellent très rapidement vers le lagon, vers l'océan. Et en exemple, donc, je vous ai pris la commune de Wailou, hein, je ne sais pas si vous étiez sur le territoire à l'époque, mais en 2011 et en 2016, on a quand même constaté, en moins de 5 ans, du coup, des phénomènes de fréquence de retour euh, cinquantennale. Donc des situations qui ont quand même tendance à s'intensifier avec les années. Alors, c'est les années à venir qui nous le diront, mais qui pourront nous confirmer ça. Peut-être que nos chroniques, nos fréquences de retour sont pas bonnes, mais bon, on a quand même constaté en quelques années des phénomènes extrêmes sur cette commune et qui ont conduit malheureusement à des glissements de terrain en 2016. Je ne sais pas si vous étiez là, mais en novembre 2016, sur la commune de Wailou, il y a eu de gros glissements de terrain qui ont engendré la mort de 5 personnes et la disparition de 3 autres. À Wallis et Futuna, donc on est sur un climat équatorial chaud et humide, relativement plus constant sur l'année en termes de température. On a peu de variations en réalité à Wallis et Futuna. On a par contre une variation des pluies. On est sur une pluviométrie bien plus importante qu'en Nouvelle-Calédonie, hein, quasi au double en moyenne sur les deux îles. Il y a peu de variations entre Wallis et Futuna en termes de cumul pluviométrique. On est de l'ordre de 3100, 3200 à Futuna, je crois, et 3005 à Wallis. Donc, voilà, c'est relativement proche. On a une saison des pluies qui est quand même très prononcée, mais là aussi, ces dernières années, on constate aussi des sécheresses dont ils avaient moins l'habitude. Ils avaient quand même une pluviométrie plus prononcée sur l'ensemble de l'année, mais là, on note depuis quelques années une saison sèche qui est quand même particulièrement, enfin, qui peut être très prononcée certaines années. Voilà. Alors, eux sont moins influencés par le phénomène Enso parce qu'ils sont plus proches de la zone de convergence du Pacifique Sud qui engendre ce phénomène, du coup. Alors, les évolutions du climat sont relativement similaires hein, sur les chroniques de température que l'on a. On est sur une évolution de 0,25 par décennie. Donc, ça équivaut à peu près à ce qu'on a observé sur la Nouvelle-Calédonie aussi. Et pas d'évolution du régime de précipitation non plus, d'après la chronique de données qui a été analysée par Météo France. Voilà. Pour autant, voilà, je mets un petit peu de bémol, et notamment sur les dernières années, sur certaines interprétations. Alors, les principales menaces du changement climatique sur ces deux territoires, c'est une interprétation personnelle, hein, mais de mon point de vue, c'est la hausse des températures, donc ça on la constate. Et derrière ça, c'est une hausse de l'évapotranspiration et son impact dans le cycle de l'eau.
du coup, les besoins en eau des plantes, notamment, du coup, qui vont être impactés par ça. Et donc bah, des besoins supplémentaires à satisfaire par d'autres biais et avec des ressources bah, qui s'amoindrissent à certaines périodes de l'année quand même. Et je note quand même tout de même donc une évolution de l'intensité et de la concentration temporelle des phénomènes dépressionnaires. Voilà. Alors, une petite remarque, donc on a quand même peu de données aujourd'hui hein, et des modèles climatiques mondiaux qui sont quand même inadaptés au contexte insulaire des îles du Pacifique, puisqu'on est sur un maillage de l'ordre de 100 km². Donc la problématique de ce maillage concrètement, c'est que bah, il tient pas compte de toutes les disparités géographiques hein, de nos îles du Pacifique. On a des îles hautes, on a des îles basses. Une île haute comme la Nouvelle-Calédonie et comme Futuna, bah, ça impacte quand même significativement le climat localement. On le voit bien hein, entre une côte à l'autre. Et ça, c'est du coup dans les modèles mondiaux sur l'évolution du climat non pris en considération. Donc je vous évoque là un projet qui est en cours hein, depuis 2021 maintenant, qui est porté par l'IRD, qui est financé par l'AFD et en collaboration aussi avec Météo France, qui concerne les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et aussi de Polynésie française et du Vanuatu. Et ce projet, en fait, vise à, d'une part, étudier les savoirs locaux, les stratégies d'adaptation, et d'autre part, d'un point de vue scientifique, donc, à descendre le maillage de ces modèles pour avoir des projections du climat à une échelle de 2,5 km². Pardon. Donc on est quand même à un maillage voilà, très ambitieux. Pour l'instant, ils en sont à... Alors, la descente d'échelle, ils l'ont commencé sur la Nouvelle-Calédonie. Ils l'ont commencé à un maillage plus important, de l'ordre de 25-50 km², pour après descendre plus bas, en fait. Alors, ils commencent sur la Nouvelle-Calédonie aussi, parce que c'est sur la Calédonie qu'on a le plus de jeux de données, notamment parce qu'on est équipé de radars météorologiques en Nouvelle-Calédonie. Et donc, l'idée après, c'est de tester les modèles sur la Calédonie pour après les étendre aux autres territoires. Voilà. Et la finalité de ces travaux, ça serait bah, l'élaboration de plans d'adaptation face aux problématiques du changement climatique. Voilà. Alors, j'en ai fini pour cette première approche sur le climat, donc de manière générale. Je vais parler maintenant plus spécifiquement de la gestion de l'eau. Et je vais vous parler donc dans un premier temps des ressources à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie et des prélèvements pour les différents usages de l'eau. Donc en Nouvelle-Calédonie, on a donc bon, un suivi des prélèvements qui a été effectué longtemps par les provinces et aujourd'hui c'est le gouvernement qui a repris la compétence. Et donc on a sur la Grande Terre 2000 points de prélèvement qui sont exploités, mobilisés pour les différents usages. Alors majoritairement à 80%, on est sur des usages agricoles isolés, mais bien sûr, on a quand même des prélèvements importants. Enfin, on a 14% de ces points de prélèvement qui sont dédiés à l'eau potable et un petit pourcentage qui est dédié à l'industrie. Voilà. Alors, ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est qu'on on est sur voilà, sur des pourcentages relativement proches, on va dire, de ce qu'on constate à l'échelle mondiale. Hein. 70% de l'eau dédiée à l'agriculture, 3% pour l'eau potable. Bon, on s'en rapproche, on va dire. Mais ce qu'on constate sur le graphique en dessous, c'est que les volumes autorisés, les volumes prélevés, enfin les volumes autorisés tout du moins, sont quand même majoritairement dédiés à l'eau potable en Nouvelle-Calédonie, dans une moindre mesure donc pour l'activité agricole et dans une moindre mesure encore pour les activités industrielles. Voilà. Et un dernier point par rapport à ces prélèvements, on est sur 90% de prélèvements superficiels en Nouvelle-Calédonie, ce qui est aussi... Alors, il n'y a pas les îles Loyauté de représenter ici, mais il y a bien sûr des prélèvements pour l'eau potable et pour les différents usages aux îles Loyauté également. C'est des pompages exclusivement dans les lentilles d'eau douce de ces îles, du coup, respectivement. Voilà. Elles ne sont pas présentées sur le graphique parce que compte tenu de la spécificité de gestion pendant des années, en fait, voilà, il y avait pas d'autorisation de prélèvement comme il y avait dans les provinces nord et sud.
simplement ça. Mais il y a bien effectivement une quinzaine de prélèvements sur l'IFU, entre 5 et 10 sur marée et de l'ordre de 5 sur OVA. Voilà. Et par rapport au dernier pourcentage que j'évoque, donc juste une comparaison que je me permets, on est sur 90% de prélèvements superficiels donc à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'on est sur un taux totalement inversé par rapport à la métropole. On est plus à l'inverse de l'ordre de 5 à 10% de prélèvements superficiels en métropole pour 90%, 95% de prélèvements d'eau souterraine. Alors, c'est intéressant de le constater. Ça a aussi des effets, puisqu'une eau superficielle, bah, potentiellement, et on va le voir derrière, quand les bassins versants sont dégradés, elle se charge. Donc, on a des problématiques de matière en suspension dans l'eau, d'eau trouble au robinet, dans certaines communes particulièrement prononcées. Et bah, on s'affranchit en réalité de la capacité épuratoire du sol et donc de l'effet bénéfique qu'elle peut avoir sur la qualité de l'eau, malheureusement. À Wallis et Futuna, donc on a deux contextes très différents. Donc on a à Wallis, alors même si le graphique, la représentation graphique laisse apparaître un pic, le pic il est à 150 mètres, donc on est quand même sur ce considère comme une île basse dans le Pacifique, donc avec une lentille d'eau douce, une eau souterraine, donc exclusivement, il n'y a pas de rivière, et donc des prélèvements dans cette lentille, qui est heureusement de grande capacité quand même pour le territoire de Wallis, enfin pour l'île de Wallis, pardon, voilà, et qui est mobilisé en 4 points de prélèvement pour l'eau potable et l'agriculture. Il y avait un cinquième point de prélèvement qui était dans le nord de l'île, je vous le précise tout de même parce que, alors lié à des problématiques de pompage, de surpompage en fait de ce prélèvement, bah, il y a eu en fait intrusion saline dans l'ouvrage. J'en reparlerai aussi après, mais le biseau salé, donc l'eau de mer, qui est l'eau salée que vous voyez sur le graphique aussi, représenté en rouge, en rose, pardon, sur la partie droite. Donc, bah, en réalité, remonte sous l'effet des pompages. Et malheureusement, bah, des fois, on en vient à contaminer un ouvrage, à le rendre impropre à son usage, en fait, pour un prélèvement, donc pour l'eau potable. Et ça a été le cas dans le nord de l'île de Wallis. Donc c'est quelque chose d'important à prendre en considération dans la gestion d'une ressource en eau souterraine, notamment enfin, sur une île basse du Pacifique sur laquelle bah, c'est souvent l'unique ressource présente sur l'île. Voilà. Et donc Futuna donc petite île, hein, on est sur de l'ordre de 20 km d'est en ouest, enfin des deux pointes, on va dire. Euh, il y a 6 cours d'eau. On est sur une chaîne centrale quand même qui monte à plus de 500 mètres, presque 600. Et, euh, et donc, il y a 6 cours d'eau qui sont utilisés pour l'eau potable. Il y a des dérivations de cours d'eau aussi qui sont mises en place pour alimenter des taraudières. La culture du taro est encore très importante sur l'île. Et donc, on a un pompage exploité pour l'hydroélectricité. Voilà. Et un dernier pompage sur l'île d'Alofi, qui est aussi dans le même archipel que Futuna, mais qui est inhabité aujourd'hui. Voilà. C'est vraiment Futuna qui est habité par de l'ordre de 3000 habitants aujourd'hui, ou Alice 8500, 9000 plus. Voilà. Alors j'en viens à la dernière partie de ma présentation. Donc je vais vous parler plus spécifiquement sur les quatre sous-thématiques, donc des problématiques, menaces et enjeux locaux et des réponses qu'on a apportées, donc encore une fois partiellement dans le cadre du projet Protège. Voilà. Donc concernant l'eau potable, euh, l'usage eau potable, on va dire, les problématiques qu'on constate, je vais dire à l'échelle des deux territoires, hein, c'est des aires d'alimentation de captage particulièrement dégradées. Donc sur la Grande Terre en Nouvelle-Calédonie, mais aussi à Futuna, on a quand même des aires qui sont particulièrement dégradées. Alors, en Nouvelle-Calédonie, l'activité minière, notamment ancienne, aujourd'hui, on a quand même une meilleure gestion des sites qui sont exploités aujourd'hui et un réaménagement de ces sites pour limiter les effets sur les ressources en eau. On interdit aussi l'activité minière quand c'est possible en amont des prélèvements agricoles, en amont des prélèvements pour l'eau potable,
quand c'est possible. On a des aires d'alimentation qui sont très dégradées par les feux euh, d'origine anthropique, on peut le dire quasi exclusivement. Enfin, qu'est-ce qui nous permet de le dire? L'œil, hein, qui observe les départs de feu en Nouvelle-Calédonie constate que 90% des départs de feu se situent à moins de 500 mètres d'une infrastructure humaine. Donc l'interprétation qu'on en fait, c'est que ces feux sont essentiellement d'origine anthropique. Et les bassins versants sont aussi dégradés sous l'effet des espèces envahissantes. Donc les cerfs en Calédonie, le cochon sauvage, les cochons sauvages et les espèces végétales, notamment quand les bassins versants sont dégradés. Ce qui repousse malheureusement, c'est des espèces végétales envahissantes. C'est le cas par exemple à Futuna avec du Pinus caribéen qui est, qui a peu d'intérêt en fait en termes de couverture végétale et d'effets bénéfiques à la forêt pour l'infiltration de l'eau en fait en amont des bassins versants et donc la restitution de l'eau en période d'étiage, en période sèche via les nappes phréatiques. Voilà. On constate sur l'usage eau potable aussi des désordres quantitatifs, alors à la fois d'origine climatique, hein, que l'aléa des précipitations, à l'effet couplé, comme je le disais juste avant, donc sur les bassins versants, puisque quand on n'a pas d'eau qui s'infiltre sur l'amont des bassins versants, bah, on n'a pas d'eau qui est restituée dans les cours d'eau à l'étiage. Donc ça, c'est quand même particulièrement problématique, encore une fois, quand il y a une concentration aussi des phénomènes sur l'année. Et puis, on a des désordres quantitatifs quand même, je me permets de le souligner, d'origine anthropique. Alors, c'est tiré aussi d'expérience personnelle, mais j'ai eu à conduire deux études en Nouvelle-Calédonie, dans deux localités différentes, à Ouégoa, à Pointe-Bout. Et en l'occurrence, euh, on a constaté malheureusement que c'était 10% des abonnés qui consommaient 81% de l'eau distribuée. On a énormément de gaspillage, on a un problème de conscience collective, on va dire, autour de l'usage eau potable aujourd'hui, avec des robinets qui restent ouverts, parce que bah, malheureusement, pas une bonne gestion à l'échelle communale dans certaines communes. Voilà. Donc l'autre menace, comme je l'évoquais aussi précédemment, donc le biseau salé, hein, sous l'effet du pompage, on a des intrusions salines qui sont possibles dans les ouvrages de prélèvement et qui peuvent être des effets irréversibles à l'échelle humaine, donc quand même important à suivre. Voilà. Les réponses qu'on a apportées dans le cadre du projet Protège, donc c'est des opérations de restauration de bassins versants, d'aires d'alimentation de captage. On est intervenu à Touo, à Wailou et en amont du barrage de la Dombéa. Donc le barrage de la Dombéa, j'en parle particulièrement parce que c'est quand même la principale ressource en eau potable de la Nouvelle-Calédonie. C'est 40% de la population. Le barrage de Dombéa, il alimente en eau potable Nouméa. Donc, et il alimente aussi une partie de Dombéa. Et cette ressource, elle est particulièrement menacée, due à un feu hein, qui date de fin 2005, début 2006, et qui a dégradé quasi l'ensemble du bassin versant. Aujourd'hui, ce qu'on constate depuis donc presque 20 ans aujourd'hui, on a constaté en fait une sédimentation dans l'ouvrage qui a perdu 40% de sa capacité en 10 ans. Enfin, depuis, excusez-moi, non, je corrige, 40% de sa capacité depuis sa création, mais avec vraiment une forte augmentation du phénomène depuis ce feu de 2005-2006. Voilà. Et donc, alors c'est des études qu'ont conduit le VVF en Nouvelle-Calédonie et ils extrapolent la sédimentation intégrale de l'ouvrage à un horizon très proche en réalité, hein, à un horizon de 50 ans. Donc, ça serait quand même particulièrement problématique pour l'alimentation en eau potable de Nouméa. Donc, Nouméa est aussi potentiellement alimenté par le grand tuyau donc, qui vient depuis le champ captant de Tontouta, donc quand même à une distance assez éloignée de Nouméa, avec des coûts de fonctionnement qui sont pas du tout les mêmes. Et aujourd'hui, ce grand tuyau, il est mobilisé à 5-15% de sa capacité. Donc, il pourrait potentiellement desservir plus, mais l'impact sur la tarification de l'eau du Grand Nouméa serait quand même assez significatif, en fait. Donc, on a un besoin quand même de préserver cette ressource en amont du barrage d'Umbéa. Et donc, dans le cadre de Protège, on a expérimenté des techniques de restauration de bassins versants sur ce secteur, en mettant en place des fascines végétales vivantes, par exemple, sur certaines ravines, comme vous le voyez
à l'écran. Et puis, on a aussi expérimenté du semi par drone pour restaurer des espaces particulièrement dégradés. Et donc, on a des retours plutôt probants, mais qui seraient donc à déployer à plus grande échelle. Et donc, pour mieux gérer l'eau potable, on a aussi renforcé les réseaux de mesure des eaux souterraines. On a renforcé les données existantes quand c'était possible. À Poum, par exemple, on a fait de la géophysique aéroportée pour avoir une meilleure connaissance du sous-sol et pour, enfin, excusez-moi, de la composition du sous-sol et potentiellement identifier des ressources en eau. Voilà, la commune de Poum, parce que la commune de Poum est quand même particulièrement problématique en termes de ressources disponibles. Voilà. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que je me rends compte que pas. L'usage agricole, donc un besoin de développement de l'activité agricole en Nouvelle-Calédonie. Actuellement, on est sur un taux de couverture de la production locale de l'ordre de 28%. Donc ça, c'est des chiffres de 2014, mais qui ont peu évolué depuis. On a un fort recours aux importations en Nouvelle-Calédonie, mais c'est aussi vrai à Wallis et Futuna. Globalement, on a un besoin d'optimisation des pratiques, de développement de l'agriculture, mais tant qu'à faire, autant les adapter au contexte du changement climatique aujourd'hui. On a quand même des pratiques d'élevage qui sont relativement archaïques en Nouvelle-Calédonie, avec des élevages extensifs, des pâturages qui sont peu qualitatifs, un besoin d'espace du coup pour alimenter le bétail. On a un besoin donc d'optimisation des apports d'eau pour les productions végétales. On a des usages malheureusement, même si on a peu de production aujourd'hui, enfin, un usage de l'eau qui est peu maîtrisé en Nouvelle-Calédonie, à part dans les grosses exploitations, on va dire, du territoire qui maîtrisent quand même relativement bien leurs apports. Mais malheureusement, on a beaucoup une agriculture d'actifs secondaires dans le secteur agricole et des gens qui sont pas forcément professionnels du coup et qui passent moins de temps peut-être dans leur parcelle aussi et qui ont un usage de l'eau peu économe malheureusement. Et donc aussi donc un besoin de déploiement de techniques permettant de réduire les apports d'eau. J'en parle juste après. Donc, dans le cadre du projet Protège, donc, on a mis en place un réseau de fermes de démonstration pour, euh, pour expérimenter de nouvelles techniques, et notamment via l'agroforesterie, l'agroécologie. Et on a aussi donc financé des innovations technologiques en matière d'agroécologie. Alors, si vous voulez plus d'informations là-dessus, on a un site internet, je vous le cite à la fin, sur lequel vous pourrez avoir plus d'informations. Et on a aussi travaillé donc sur l'optimisation des prélèvements pour l'agriculture, des prélèvements agricoles, on va dire de manière générale, et des apports d'eau à la parcelle, par le déploiement d'outils de comptage, pour que les collectivités, les provinces en l'occurrence, puissent gérer des ouvrages collectifs dédiés à l'agriculture qu'elles ont, sur lesquels il n'y avait pas d'outils de pilotage. Donc, dans le cadre de Protège, on a mis en place des outils et on a aussi travaillé donc dans le cadre des fermes de démonstration à l'équipement de ces fermes en système d'irrigation connecté pour pouvoir optimiser les apports d'eau, pardon, en fonction à la fois d'observation climatique, donc une petite station météo au champ, mais aussi de sondes tensiométriques qui permettent de déterminer les besoins en eau des plantes, de suivre ça sur un téléphone et d'optimiser les apports d'eau par le pilotage de son irrigation. Voilà. En matière d'assainissement, donc on a essentiellement un assainissement de type individuel en Nouvelle-Calédonie, notamment en brousse. C'est un peu moins le cas dans le Grand Nouméa. Et puis dans certaines communes de brousse, dans les secteurs urbains, donc dans lequel il y a quand même de l'assainissement collectif, mais dès qu'on s'isole un petit peu, en réalité, on passe sur de l'assainissement de type individuel. À Wallis et Futuna, c'est quasi exclusivement le cas, à part quelques infrastructures publiques qui ont un assainissement semi-collectif, on va dire. Euh, c'est un enjeu qui est encore malheureusement inégalement considéré par les pouvoirs publics. Pourquoi? Parce que voilà, l'assainissement, on le voit bien, enfin, ça vient malheureusement dans un second temps, une fois que d'autres besoins sont satisfaits, et notamment en termes d'infrastructure, les communes privilégient encore, les communes de brousse en Nouvelle-Calédonie privilégient encore l'eau potable avant l'assainissement. Euh, il est peu contrôlé aussi, l'assainissement non collectif, malheureusement. Il est contrôlé au moment de la construction, donc via les permis de construire, mais il n'y a pas de suivi ultérieur.
C'est le cas ailleurs, hein. En métropole, par exemple, il y a un contrôle des assainissements tous les 5 ans qui est fait, des assainissements individuels. C'est pas le cas en Nouvelle-Calédonie, c'est pas le cas à Wallis et Futuna. Et on se rend compte malheureusement que les systèmes dysfonctionnent très fréquemment. Et on a des filières de traitement qui sont pas forcément en place partout aussi, des boues issues des assainissements non collectifs. La problématique derrière ça, c'est que bah, souvent le stockage des boues se fait au dépotoir. Donc potentiellement, bah, via les lexivia des eaux de pluie, bah, ça peut impacter les ressources en eau. Donc quand on est sur une île isolée qui n'a que pour une unique ressource une eau, une lentille, c'est quand même particulièrement problématique. Et donc, voilà, un enjeu fort de protection des eaux de manière générale, puisque les rejets d'assainissement bah, partent dans les cours d'eau, impactent potentiellement les eaux souterraines, mais aussi les eaux de baignade sur le littoral. Voilà. Dans le cadre de Protège, on a par exemple donc accompagné les îles Loyauté à la fois dans des études des gisements, des bouts d'assainissement non collectif, et on les a aidés dans la recherche de solutions possibles. Pardon pour la faute. Et dans la mise en place d'une première unité à Lifou, donc on a voulu porter ce projet pilote aussi pour bah, aller jusqu'à la solution à mettre en place. Donc la solution à la mettre en place elle est relativement simple, hein. C'est des lits qui permettent de sécher les boues avec une récupération des lexivia, donc des eaux qui ruissellent sur ces boues, et avec un traitement de ces eaux bah, via des bassins de lagunage en l'occurrence. Voilà. On a aussi accompagné Wallis hein, dans la mise en place de systèmes d'assainissement. On a des habitations des fois qui sont non équipées de systèmes d'assainissement, dans le pire des cas, ou d'assainissement non fonctionnel. Donc on a traité 15 assainissements qui étaient particulièrement problématiques à proximité de captage AEP. Et en l'occurrence, on a déjà constaté en février 2019 à Wallis une contamination des eaux potables par les eaux d'assainissement de Wallis. Donc c'est un cas avéré et possible. Voilà. Et enfin, sur le dernier volet dont je voulais vous parler, donc sur le risque inondation, globalement en Nouvelle-Calédonie, on a relativement une bonne connaissance de l'aléa inondation aujourd'hui, hein. Les principaux cours d'eau ont été étudiés. On a des modélisations qui nous permettent de déterminer l'impact des zones inondables, l'emprise des zones inondables. C'est un peu moins le cas pour le phénomène glissement de terrain. Mais c'est en cours. La Nouvelle-Calédonie y travaille, la DIMINC notamment. Euh, et par contre, on a une connaissance assez limitée sur les petits cours d'eau, mais pour autant, je nuance parce qu'on a quand même une résilience communautaire. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même une bonne connaissance des phénomènes par les populations concernées, impactées, et donc qui sont habitués à faire face aux phénomènes quand même. Mais globalement, il y a quand même besoin de mettre en place des mesures d'atténuation de ces risques. Les décès constatés lors des inondations en Nouvelle-Calédonie, c'est exclusivement des franchissements de cours d'eau en voiture, à pied, mais c'est exclusivement les décès qui ont été constatés par les services de la Nouvelle-Calédonie. Donc on a besoin bah, d'outils d'anticipation, de plans de gestion, un besoin d'information du public. Voilà. Alors, en termes d'un point de vue opérationnel, donc dans le cadre de Protège, on a donc travaillé avec les services de Météo France et de la DAVAR à la mise en place d'un système de prévision de crue pour pouvoir faire à partir des prévisions de pluie, des prévisions de débordement de cours d'eau en fait. Donc voilà, aujourd'hui, Météo France est en capacité de nous dire, comme il y a quelques jours, qu'il va pleuvoir 150-200 mm d'eau en 12 heures. Bah, l'idée, c'est enfin, l'outil en fait que l'on a développé, donc un outil logiciel, hein, nous permet donc sur les cours d'eau et sur lequel on a des données aussi de suivi des débits, donc nous permettent de dire que bah, ces 150-200 mm vont créer un débordement sur la Pointe Boute ou à la fois sur la route de l'ordre de 50 km de telle heure à telle heure. Voilà. Avec une incertitude bien sûr, mais voilà l'outil sur lequel on a travaillé. Donc, alors aujourd'hui, il n'est pas pleinement opérationnel puisqu'on n'a que 15 cours d'eau qui sont équipés, instrumentés, qui nous permettent de faire ces projections. Donc, il y a un besoin de renforcement, mais du coup, l'objet de l'étude qu'on a conduite, c'était à la fois de développer le logiciel, mais aussi de définir le système à mettre en place
Donc aujourd'hui, ça va fonctionner avec des abacs. On a reproduit des abacs sur d'autres cours d'eau, mais on a déjà une cellule de gestion qui va être en capacité d'être plus opérationnelle demain pour prévoir ces phénomènes de submersion sur les routes. On a aussi travaillé à la réduction de la vulnérabilité sur la commune de Kohawa. On a pris cette commune en exemple parce qu'elle est particulièrement impactée par le phénomène. Euh, je vous ai parlé avant d'études d'aléas. Jusqu'à présent, on allait jusque-là en Nouvelle-Calédonie. Là, l'idée, c'était d'analyser l'impact de cet aléa sur les biens, les enjeux à l'échelle d'une commune, donc ce qu'on a conduit sur Kohawa, et de pouvoir identifier des leviers de réduction et des mesures de gestion, voire des plans d'aménagement, en fait, pour réduire le risque pour les communautés. Voilà. Et la dernière action que j'évoque pour Wallis et Futuna, donc on a conduit avec eux un plan de gestion des eaux pluviales. On n'a pas de cours d'eau à Wallis, mais quelques-uns à Futuna de faible mesure, mais un besoin globalement quand même de bien gérer ces eaux de pluie, puisqu'on peut avoir quand même une gestion assez, assez spécifique aussi compte tenu du contexte coutumier, du contexte administratif local, et donc un besoin de gestion de ces ouvrages qui a été défini dans le cadre du projet et qui se met en place aujourd'hui. Alors, j'en ai fini avec ma présentation. Je me permets juste aussi de vous afficher quelques ressources, de vous évoquer quelques ressources que l'on a et qui peuvent être mises à disposition, hein. Donc, on a notamment développé dans le cadre du projet des mallettes pédagogiques pour Wallis et Futuna sur la thématique eau spécifiquement, hein. Donc, pour expliquer aux élèves le fonctionnement du grand cycle de l'eau, des petits cycles de l'eau, et aussi des expériences, 4 expériences sur ces 2 mallettes qui ont été développées, à chaque fois spécifiques, Wallis, Futuna et Nouvelle-Calédonie, Grande Terre, contexte insulaire, île Loyauté. Je vous précise aussi là qu'on a un site internet hein, du projet, donc on est en fin de projet. Ce projet, il va s'orienter capitalisation pour mettre à disposition toutes les études. C'est pas encore le cas, mais il nous reste 6 mois pour le faire, donc ça sera fait dans quelques mois. Quand vous reprendrez l'année prochaine votre activité, ça sera fait en l'occurrence. Et je vous évoque aussi une chaîne YouTube du projet que l'on a sur lequel on a énormément de ressources vidéo. On a 150 vidéos. Et là, je vous ai mis des liens hypertextes, hein. Je peux vous partager la présentation vers certaines de ces vidéos en lien avec le cycle de l'eau et donc la gestion de l'eau. On a notamment un film animé qu'on a développé de 7 minutes sur le grand cycle de l'eau qui a notamment été développé pour la Nouvelle-Calédonie. Et puis on évoque aussi de manière plus spécifique les actions qu'on a conduites. Voilà. Et on a travaillé avec une, une société de production sur des reportages qui ont été diffusés sur la première il y a quelques années. Donc un reportage qui s'appelle, excusez-moi, sur Calédonia. Et donc cette série de reportages s'appelle Résilience et donc traite de différentes problématiques. Et en l'occurrence, on a 3 épisodes d'une trentaine de minutes sur la ressource en eau. Alors, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et Polynésie. Et puis, on en a aussi sur les autres thématiques du projet, notamment sur la thématique agricole. Voilà, je me rends compte que j'ai énormément débordé, je suis désolé. J'espère que je vous ai pas perdu en route. Oui, bah écoutez, merci beaucoup pour cette présentation, voilà, qui nous a apporté vraiment des éléments d'actualité, des éléments chiffrés, et ça, c'est des ressources qui sont vraiment très utiles aux enseignants dans la construction de leurs séquences, notamment en sciences de la vie de la Terre, alors sur tout le programme, aussi bien de collège, hein, cycle 3, cycle 4 où on travaille vraiment sur la préservation, en tout cas la gestion et la préservation d'une ressource, et puis également au lycée, et donc avec potentiellement un travail interdisciplinaire sur l'accompagnement des élèves
pour le grand oral sur des questions transversales. Donc voilà, vraiment un grand merci du partage de ces outils et puis de ces ressources là que vous venez de présenter. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. N'hésitez pas vraiment. Alors, c'est vrai que les mallettes pédagogiques, elles sont peut-être plus adaptées pour un public, on va dire, voilà, du potentiellement primaire, mais ça peut aller, je pense, jusqu'au sixième, cinquième, hein, en fonction de l'usage que l'on en fait. Il y a quand même, voilà, 4 expériences. Alors, ces mallettes, elles sont disponibles, elles vont être mises à disposition via le CIE notamment, qui doit revenir vers vous aussi, hein, pour former, pour prévoir ça dans le programme de formation de vos référents en la matière, en matière de sensibilisation sur ces thématiques. Et puis l'idée, voilà, c'est qu'il y a une possible mise à disposition de ces outils. On en a une vingtaine, je crois, qui ont été créés pour la Nouvelle-Calédonie et de l'ordre de 15 pour Wallis et Futuna aussi. Donc voilà, toutes les écoles du primaire ont été équipées et le service de l'environnement sur place travaille à la diffusion de ces outils et potentiellement intervient aussi dans les classes pour, euh, pour sensibiliser les jeunes, du coup. Voilà. Et encore une fois, ouais, ces ressources vidéo, je pense que vraiment, il y en a certaines voilà, qui peuvent être utiles dans le cadre de vos enseignements. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Mhm. Merci. Il existe une gestion de l'eau. Alors souvent, les exploitations touristiques, elles sont rattachées au réseau d'eau potable. Donc ça rentre dans la gestion de l'eau potable. Après, c'est vrai que ça peut être impactant sur certaines communes. Bon, après, ça reste quand même relativement limité, hein, on va dire, par rapport aux besoins dans sa globalité à l'échelle d'une commune. Encore une fois, le gaspillage, je pense que c'est réellement réelle problématique que l'on a encore. D'où l'importance aussi pour moi d'intervenir aujourd'hui parce que ça passera par les générations futures, malheureusement. C'est des choses toutes bêtes, mais beaucoup de réparations aux habitations qui sont pas faites, en fait, ou avec un bout de chambre à air récupéré à la SLN, ou avec, voilà, donc j'ai même vu, malheureusement, sur certains réseaux, pas de compteur en réalité, hein, le fontainier qui ouvre les vannes, qui ferme les vannes de 6 heures à midi, enfin, qui ouvre les vannes à 6 heures. Sur les points hauts, il y a déjà plus d'eau à 7h30. C'est le cas à Ouégois, dans une commune comme Ouégois. Et il est obligé de fermer à midi pour que les réservoirs se remplissent et que les gens aient de l'eau le lendemain au robinet. Donc, parce que les gens n'ont même pas de robinet chez eux, en fait. On en vient à des dysfonctionnements qui sont tels que les gens ne réparent même pas les fuites aux habitations. Euh, Pourquoi? Parce que aussi, malheureusement, il n'y a pas de tarification au volume. Donc, il y a pas de pression pression financière, on va dire. Et donc, du coup, on a des vraies problématiques. Alors, Poum, localement, je connais la commune. Il y a des vraies problématiques. Du côté d'Arama, il y a des vrais désordres quantitatifs. On a quand même on a quand même beaucoup plus d'eau sur le secteur village, sur le secteur de Malatch, Malabou. On a quand même plus d'eau sur ces secteurs-là. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même, on va dire pour moi, voilà, un peu un faux problème, quand même, cette activité touristique même si ça peut être impactant quand même sur le fonctionnement d'un réseau. Souvent aussi, il y a des réservoirs tampons aussi au sein des établissements où ils repompent, donc ils peuvent se permettre de prélever davantage quand il y a de la ressource dans le robinet, pardon, dans les réseaux. Et donc ça, c'est géré aussi avec les services de la commune. Donc il y a quand même une gestion qui s'opère localement aussi, quoi. Oui, bonjour. Voilà, donc justement, moi je suis à Pointe-Boute, la problématique de l'eau, donc elle est cruciale. Et vous avez dit tout à l'heure donc que 10% des abonnés donc consommaient 80% des ressources. Mais on a une tarification donc au volume ici, et j'étais un peu étonné en fait de ces chiffres.
Ouais, ouais. Alors, c'est des chiffres qui sont un petit peu anciens aussi, hein, et puis cette tarification au volume, elle n'est pas forcément pleinement appliquée partout. En tout cas, c'était pas le cas à l'époque. Sur la commune, hein, j'entends voilà, certaines tribus notamment. Donc, effectivement, ça, c'est des mesures qui ont été faites dans certaines localités de la commune, mais pas à l'échelle de la commune. Oui. Mhm. Ouais, ouais. Donc, mais enfin, c'est vrai que oui, il y a une tarification au volume via le Sivom VKP aujourd'hui, mais le Sivom VKP ne dessert pas partout encore. Ouais. D'accord. Alors dans ces cas-là, Mhm. c'est pas des abonnés, enfin ils sont pas abonnés donc au Sivom. Non, j'entends point de livraison. Excusez-moi, par abonné, j'entends point de livraison pour l'eau potable. Mhm. Un D'accord. compteur, quoi. Mais en Parce l'occurrence, que quand on fait la relève et le suivi de ces compteurs, bah, c'est malheureusement ce qu'on constatait. Alors ça, c'est des chiffres que moi j'ai qui datent de 2015. Voilà. d'accord, ok, L'étude a été faite en 2015. Moi, la même étude, je l'ai faite en 2009-2010 à Ouégoa. Et c'est les mêmes chiffres qu'on constatait. Voilà. Et d'accord. voilà. Ouais. Hmm. C'est Parce que c'est- par c'est aussi, c'est aussi le même cas à Futuna, par exemple. Aussi. Hmm. Parce que parallèlement, vous avez parlé de gestion d'irrigation de la parcelle, et là, Ouais. pour le coup, enfin, sur Point Bout, on voit encore des méthodes d'irrigation très archaïques, avec une irrigation aérienne, parfois en pleine journée, Parfois en plein vent. Ouais. complètement aberrante, parfois donc mal réglée, donc ça arrose la route. Enfin, Ouais, c'est ouais. c'est complètement dingue. Hmm. Ouais, ouais. Ouais, ouais, voilà. Là, c'est notamment enfin, un cas que j'ai en tête, c'est sûr. Après, tous les agriculteurs, je connais bien Point-Bout, hein, j'ai travaillé longtemps pour la province Nord, donc et sur le barrage de Point-Bout, sur le projet de barrage, j'ai travaillé aussi, donc voilà, je connais bien la problématique. C'est effectivement voilà une irrigation qui est encore mal maîtrisée par certains. Après, il y a quand même une gestion qui s'opère entre irrigants, mais c'est vrai que certains ne montrent pas, malheureusement, encore aujourd'hui, un bon exemple. C'est pas le cas de Et tous quand même. Je tiens à le dire, il y en a qui gèrent relativement bien aujourd'hui la ressource sur la base point bout, pardon. Mm. et sur le barrage de Point Bout, pardon, hein, je suis Ouais, toujours ouais, inconnu. Sur le barrage de Point Bout, donc il y a des avancées, enfin, ça se concrétise, parce qu'on n'a plus trop de nouvelles. ouais, ouais. Alors, j'en ai plus trop non plus depuis un certain temps, mais bon, a priori, c'était quand même une opération enfin, c'est une opération qui est quand même toujours en cours, toujours en projet. Après, avec un coût qui est quand même assez important. Donc, ça, c'est conditionné par les enveloppes, notamment des contrats de développement, des financements de l'État. Donc, mais c'est un projet qui reste d'actualité pour la province Nord, qui va desserrer, enfin, qui va permettre de renforcer donc les étiages de la Point-Bout, donc de permettre des prélèvements à l'aval. On parle d'étiage à la fois pour un développement de l'agriculture. Dans les études de dimensionnement que j'ai suivies à l'époque, voilà, aujourd'hui, on est de l'ordre de 300-400 hectares et potentiellement, on aurait pu monter à 1500, enfin, à 3000-4000 hectares potentiellement dédiés à l'agriculture sur la base Point Bout, quoi. Donc, on est quand même sur un ouvrage conséquent, à un horizon lointain, hein. Quand on réfléchit ce type d'ouvrage, on réfléchit bien sûr à un horizon 2050-2100, enfin, à 50 ans, 100 ans, pardon, excusez-moi, c'était les années qu'on avait en tête à l'époque. Et donc, on dimensionne sur un besoin à terme. Voilà. Après, la province Nord va faire aussi en fonction de ses moyens. Alors, je ne sais pas s'ils iront jusqu'à la peine capacité qu'on a envisagée à l'époque. Et puis, ça sera aussi dans le cadre des discussions avec l'État et puis de la situation financière de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Alors oui, elles le sont, mais ça reste ponctuel, hein. J'ai eu le cas aussi il y a quelques années à gérer le curage le curage du lagonnage de Payamboué, donc qui est un ouvrage province Nord sur la commune de Koné. Et donc oui, on a épandu les boues extraites de l'assainissement dans des parcelles agricoles.
c'est relativement facile en plus, parce qu'on n'a pas besoin d'une grande surface, on avait besoin de l'ordre d'une dizaine d'hectares en fait pour épandre 10 ans de boue stockée au fond de l'ouvrage en fait. Donc c'est pas très important, mais effectivement on les valorise. Il y a aussi des plateformes de compostage aujourd'hui qui se déploient, hein. C'est le cas sur la ZAC Panda dans le Grand Nouméa. Donc oui, il y a des outils qui se développent et c'est de plus en plus réfléchi, on va dire, dans la conception des systèmes collectifs d'assainissement. Voilà. Mhm. Parce que souvent, on associe même la gestion des boues d'assainissement non collectif, souvent on la rattache à un système d'assainissement collectif, en fait, pour optimiser le système. Alors, il y a deux réponses à ça. C'est d'abord que, enfin, Protège, alors, contrairement, c'est vrai, à des précédents projets qui étaient financés par l'Union européenne, on est venu en appui des politiques publiques. Donc, toutes les actions que je vous ai évoquées, je les ai pas portées seules, loin de là, et je les ai portées en m'appuyant sur les acteurs des différents services, en fait, des territoires. Donc, avec des perspectives, pour chacune de ces actions, en fait, à l'issue, du projet, bien évidemment. Et puis le deuxième élément de réponse, c'est que alors, les enveloppes faites de l'Union européenne s'arrêtent définitivement, on va dire, mais il y a un prochain instrument de l'Union européenne, un prochain instrument financier qui va venir financer ce type de projets régionaux. Et donc, en l'occurrence, on sait déjà que la thématique du prochain, ça sera sur le verdissement et le bleuissement des systèmes alimentaires. Voilà. Donc potentiellement la ressource en eau, l'eau, qui est quand même le premier aliment consommé, et le premier intrant utile en agriculture fera aussi partie de ce prochain projet, hein. Je l'espère aussi pour les acteurs des territoires, parce que c'est vrai que c'est quand même des sources de financement qui sont pas négligeables. On a une politique de l'eau en Nouvelle-Calédonie, hein, qui a été élaborée en 2019, avec un financement qui est relativement limité à l'échelle du territoire. On parle de 50 millions, 100 millions de francs pacifiques et par an. Et nous, on est venu donc oui, avec un volume financier quand même plus important sur les premières années du projet, sur lequel ils n'avaient pas beaucoup de financement, et donc on a pu mettre en œuvre un certain nombre d'actions et engager un certain nombre d'actions de la politique de l'eau de la Nouvelle-Calédonie avec ce type de financement. C'était quand même assez bénéfique. Et puis aussi, derrière ça, porter des projets pilotes. C'est ce qui est intéressant aussi dans ces projets européens, c'est qu'on porte, voilà, on espère aussi porter des projets relativement exemplaires pour les politiques publiques, pour que demain ça devienne aussi une priorité pour elles et qu'elles puissent se l'approprier davantage dans leurs négociations avec les bailleurs, avec les financeurs à leur niveau, pour financer, pour reproduire ce type d'action sur leur territoire. D'accord, merci. Ouais. Après, sur l'assainissement non collectif, hein, spécifiquement, moi je pense réellement que techniquement ça peut être une très bonne solution, hein. Il faut juste derrière que ces systèmes soient contrôlés et suivis, hein. La problématique, c'est qu'on l'impose au moment de la construction en Nouvelle-Calédonie et que derrière, on ne contrôle pas. Donc, on arrive au bout de 15, 20 ans, 30 ans à des systèmes qui ne fonctionnent plus en réalité, puisqu'ils ne sont pas maintenus, puisqu'ils ne sont pas entretenus comme il le faut. Voilà. Après, la problématique, elle est financière. Enfin, la problématique a différents ordres, je pense, mais d'un point de vue financier, c'est sûr que les communes ont des priorités. Euh, les routes, l'eau potable en brousse, clairement, c'est des actions qui semblent prioritaires. L'assainissement intervient dans un second ordre, c'est clair. Après, il y a réellement une problématique de compétences aussi, hein, dans la répartition des compétences administratives en Nouvelle-Calédonie.
mais à Wallis et Futuna aussi. On a un isolement géographique de certaines communes avec un isolement des compétences. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas de compétences locales, on a des fois des très bons techniciens, on a des fois des très bons agents techniques qui interviennent sur les réseaux, des très bons fontainiers qui ont une parfaite maîtrise de leur réseau, mais on a des bureaux d'études qui sont à Nouméa ou qui sont à Nouméa pour les îles de Wallis et Futuna aussi, et donc un isolement de ces savoirs, et donc bah, un, un vrai besoin d'accompagnement des acteurs publics en fait pour mieux gérer ces problématiques en fait. Enfin, si je vous prends l'eau potable par exemple, en brousse, ça reste la première source de consommation des fonds des contrats de développement de l'État, donc dans les communes de brousse, mais avec les routes quand même. Mais pour autant, il y a des choix techniques qui sont faits, qui sont opérés par les communes, qui sont, de mon point de vue, pas les bons parce qu'il y a un manque d'expertise. Elles sont accompagnées par des bureaux d'études qui viennent de Nouméa, qui des fois prennent pas forcément le temps de passer suffisamment de temps sur place pour bien dimensionner les réseaux avec les fontainiers qui ne sont pas outillés non plus. La cartographie des réseaux, ils l'ont dans leur tête, mais elle n'est pas sur papier. Donc il faut passer du temps avec eux pour faire des modèles hydrauliques qui tiennent la route et qui permettent de dimensionner un réseau convenablement, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement des bureaux d'études qui interviennent des communes qui sont isolées et qui se rattachent aux peu de compétences qui viennent sur leur territoire et donc qui font pas forcément les bons choix techniques. Voilà. Après, est-ce qu'il y a un regard suffisant de l'État sur ces opérations? Je sais pas, je me permettrai pas de juger, mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement. On a d'autres, je connais très bien aussi la Polynésie, du coup, dans le cadre du projet. On a en Polynésie un service d'assistance aux communes qui intervient même dans les îles isolées. Et on sait que géographiquement, la Polynésie, c'est extrêmement compliqué aussi pour les communes isolées. Mais on a un service d'assistance, un syndicat intercommunal qui réunit quasi l'ensemble des communes de Polynésie et qui finance des ingénieurs, des techniciens qui viennent en assistance des communes. C'est pas le cas en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. C'est identifié dans la politique de l'eau comme un besoin. Aujourd'hui, il n'est pas en place. Cette politique, elle est en place depuis 2019. J'espère que dans le cadre des discussions à venir aussi sur l'optimisation des dépenses publiques, ça sera aussi des choix qui seront faits, parce que clairement, il y a un facteur d'amélioration. On ne peut pas laisser les gens continuer de gaspiller de l'eau au robinet et de financer des renforcements de réseau à outrance, en fait, dans certaines communes, quoi. C'est pas possible, c'est pas ça, c'est pas là qu'il faut mettre les fonds. Et ça coûte énormément cher. Une opération d'eau potable, ça coûte facilement de 100 à 500 millions de francs. Donc, c'est des financements importants à chaque fois, qui sont compliqués à mobiliser pour les communes, qui ont un impact sur leur fonctionnement à l'issue et qui n'apportent pas forcément une optimisation du service une fois qu'elles sont mises en place.